Moi j'aurais très bien compris qu'il annule le rendez-vous pour être à Mayotte. Pour le coup, je pensais que ce serait le cas. Vous dire que je suis hyper émue comme à chaque fois qu'on honore la mémoire de Michel. Donc pour tout vous dire, je suis toujours parmise de la disparition hyper brutale, de comment on l'a appris, de comment elle nous a quittés comme ça. Et je pense parler au nom de beaucoup de militants écologistes en vous disant qu'elle continue en fait, d'accompagner tous nos combats. Parce qu'elle nous a laissé un héritage puissant et inspirant. Moi, pour la jeune militante que j'étais quand j'ai adhéré en 2009, alors vous étiez plusieurs, parce que je vois Eva, je vois Noël, il y avait José Bové aussi. Enfin, j'ai adhéré pendant cette campagne européenne, et c'est vrai qu'il y avait un côté... Moi, par exemple, des fois les gens me disent « Ah, t'es hyper courageuse », et moi, le courage, c'est un truc que j'ai vraiment appris aux côtés de personnes dans ce mouvement. Je n'étais pas spécialement courageuse quand j'ai adhéré, c'est pas du tout mon tempérament. Et c'est vrai que quand vous militez aux côtés de José, aux côtés d'Eva, aux côtés de Noël, en fait vous le devenez, parce que vous n'avez pas le choix, premièrement, quand vous êtes écologiste, il y a un côté quand même un peu comme ça, et que vous avez des modèles hyper inspirants tout le temps, qui vous donnent beaucoup de force et de détermination, et qu'on apprend à se battre, tout simplement. Et Michel, dans cette catégorie-là, elle était quand même... high level, comme on dit chez moi, dans le Pas-de-Calais, et donc il y avait un truc qui laissait pas vraiment le choix. Et je sais qu'il y a beaucoup de moments de situation où on se retrouvait dans des choses compliquées, et je pense, il y a des figures inspirantes dans ces cas-là que vous convoquez en disant que ferait José, que ferait Eva, que ferait Noël, que ferait Michel. Et donc on prend 10 secondes pour y réfléchir, et ensuite on fait. Il y a un côté un peu comme ça. Et puis, ce que j'ai toujours apprécié chez Michel, parce que des gens courageux, il y en a beaucoup dans notre mouvement, mais c'est qu'elle avait ce truc ultra naturel qui est même désarmant, en fait. Moi, je me rappelle sur des marchés où elle disait à une dame avec ses poireaux, machin truc, le caniche, la totale, elle disait « Alors, madame, vous êtes écologiste ?» Elle disait « Bah non, pourquoi ? Vous avez un chien, donc vous êtes écologiste. Vous avez des poireaux, donc vous êtes écologiste. » L'écologie avec Michel, c'était simple. Et ça, c'est hyper important pour moi aussi. Et puis surtout, c'était convivial. Le convivialisme, c'est aussi une valeur importante qui se perd en politique, mais qu'on cultive chez nous. Et c'est vrai qu'avec Michel, on n'était jamais déçus du voyage. Et donc je pense que c'est toutes ces valeurs-là qu'elle nous a laissées en héritage. Et puis bien sûr, ces combats de fond, parce que Michel, c'était pas qu'une personnalité, c'était aussi des combats. Des avancées, des sujets qu'elle a mis sur la table et remis sur la table et appuyé comme ça sur la table, parce que même la table pète parfois, mais le sujet restait là. Et quand j'étais jeune collaboratrice parlementaire au Sénat puis à l'Assemblée, moi j'ai toujours été sur les sujets santé et social. Et pour le coup, j'ai énormément aussi appris là-dessus. On travaille aussi avec Marie au Sénat sur les lanceurs d'alerte. Enfin, voilà, il y a des sujets où elle a contribué à la bataille culturelle, et pas qu'à la bataille culturelle, aux victoires politique, parce que son opiniâtreté, je pense, doit être un modèle pour tout le monde. Et donc, un immense merci déjà d'être là aujourd'hui et tous, parce que je pense que on a toujours plaisir à se retrouver dans cette famille écolo. Et deuxièmement, merci à toutes celles et ceux qui ont fait en sorte que ce prix existe, parce que je pense que la mémoire de Michel doit vivre, et qu'on doit continuer tous à la convoquer dans notre esprit à chaque fois qu'on en a besoin. Et je pense que dès là où elle est aujourd'hui, je veux qu'elle sache que nous on continue. Voilà. Guillaume, c'est à toi pour les questions. Enfin, à vous. Oui, et Guillaume derrière l'écran. Diane, avec grand plaisir, merci beaucoup de ta participation. On te laisse poser les questions que tu souhaites, s'il te plaît. Bonjour à tous. J'avais une petite question concernant Rainer Funnich, qui est emprisonné depuis plus d'1 an dans des conditions absolument scandaleuses de torture et d'isolement, qui lui-même a rassemblé des tas de personnes devant un grand jury, des personnes qui étaient chacune lanceuses d'alerte. Et je voulais savoir quel était le rebond qu'on pourrait faire par rapport à ce prix ou par rapport à cette réunion aujourd'hui. Merci. De toute façon, ce prix va récompenser des lanceurs d'alerte, nous avons dit depuis le début. Et ce dont nous avons besoin, c'est aussi des propositions comme vous le faites. Voilà. Qui nous indiquent telle ou telle personne est en danger ou en délicatesse avec son entreprise ou avec le monde politique, etc. Et c'est cela que nous devons faire.
Est-ce que l'un de vous qui sait qui est Rainer Fulmich? Oui, Bien sûr. D'accord. Okay. Ben oui, ben, Je pense que vu l'Omerta... Nous le savons, mais donner quelques informations. En fait. D'accord, très bien. Mais Donc, donc, peut-être Rainer que Fulmich est un avocat allemand. allemand qui a réuni un grand jury, l'équivalent d'un tribunal populaire, avec des tas de dénonciations concernant la pandémie Covid et la pandémie Covid, si je puis dire. Et ce monsieur a été enlevé illégalement au Mexique et est emprisonné depuis 1 an en Allemagne sur des faux prétextes, en fait, financiers. Et donc il est emprisonné depuis plus d'1 an, torturé en isolement. Voilà. Et je pense que ça se passe au niveau européen. Et voilà qui est Rainer Fulmich avec l'omerta totale, c'est-à-dire que personne n'en parle, et dès qu'on en parle, voilà, quand des gens sont allés lui où c'était son anniversaire, en fait, il a été transféré dans l'arrière de la prison pour rien entendre. Donc, on est dans un cas flagrant où si Rainer Fulmich, si personne ne parle de lui pour le sortir de là, alors j'ai envie de dire, ce prix de dénonciation et de sauvegarde des lanceurs d'alerte aura-t-il un intérêt? Enfin, Rainer Fulmich, c'est vraiment le représentant de tout ça aujourd'hui, me semble-t-il en tout cas. Merci. Mais il n'est pas le seul. Bien sûr. Mais il n'est pas le seul. Bien Votre témoignage montre l'importance de la réalité ici et là, de ceux qui ne sont pas connus, comme Paul Watson qui vient d'être libéré, et on est très heureux. Mais c'est cette mobilisation qui a fait... Le prix Michel Rivasi, ce n'est pas un prix honorifique qu'on va faire tous les ans. Bien sûr, il y aura ce caractère rituel tous les ans, mais c'est un déclenchement de quelque chose. Protéger les lanceurs d'alerte, c'est pas facile. Et ce prix va, je crois, nous orienter dans différents combats qui vont nous amener quelques difficultés en face de nous. Voilà, c'est pas le prix Renaudot. Espérons. Arrêtez de dire espérons, nous allons le faire. Le prix Michel Rivasi, c'est plein d'espérance. Michel était une battante. Donc, commencez pas à dire qu'on va pas bien faire. On fera peut-être des erreurs, mais je peux vous assurer qu'on va protéger les lanceurs d'alerte. C'est notre volonté. Et c'est pas un seul homme que nous allons défendre. C'est un ensemble. Voilà. Mais on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire comment des lanceurs d'alerte qui sont aujourd'hui invisibilisés, parce que ce que vous dites, c'est quand même, il est invisibilisé. Donc là, même la parole dans le débat politique, relayée par des journalistes, etc., c'est très difficile, parce qu'il faut le dire aussi, c'est pas facile pour des journalistes de aussi accompagner des lanceurs d'alerte. Nous, notre but, il est aussi de faire ce travail-là. Donc aujourd'hui, comme l'a très bien dit mon ami, le grand Serge Auru, c'est le prix Rivasi. C'est un tremplin pour montrer que l'alerte doit aussi ouvrir à des débats, mais aussi, parfois, il y a des citoyens qu'on va rendre visibles, mais il y en a d'autres qui n'ont pas envie d'être visibles. Mais leur lutte, leur combat doit être visible. Donc, on se retrouve absolument dans ce que vous dites. Donc, ça va être notre travail, on va le faire, mais en même temps, on a besoin aussi de relayer de votre part des lanceurs d'alerte qu'on n'est pas censé tous connaître. Hein. Je suis désolée. Voilà. C'est pour ça qu'on est en lien d'ailleurs aussi avec... Il y a Didier qui voulait répondre. Ouais. Bon, je connais l'histoire de Rainer Fulmich, bien sûr. C'est une histoire qui est complexe à expliquer, donc on ne peut pas rentrer dans le détail ici. Par contre, je pense qu'on n'a pas encore déterminé précisément les modalités selon lesquelles le jury serait saisi pour l'association, mais je pense que ça serait très bien que vous et d'autres fassiez un dossier complet sur ce qui s'est passé sur son affaire. Voilà, complet. Il existe. Autant il faut défendre Watson par rapport aux baleines, autant il faut défendre le Fulmich pour la santé de la population mondiale. Kerstin Reusinger est la journaliste qui le suit, donc ce sera fait. Ouais. Ok, il y avait une question, monsieur. Oui. Allez-y. Bonjour, Vincent Pavant, donc de Marseille et du Conseil scientifique indépendant. Je viens ici parce que nous avions eu l'occasion d'interroger avec le Conseil scientifique indépendant, qui est un collectif de lanceurs d'alerte, justement, Michel Rivasi, parce que nous avions effectivement détecté chez elle quelqu'un qui était politique sans être politicien. C'était pour nous extrêmement important. Normalement, en tant que chercheurs et médecins, nous n'interrogeons pas les politiques, justement pour éviter
dérives politiciennes. Et donc, il nous avait fait l'honneur de répondre pendant 1h30 quasiment à nos questions pour nous expliquer ce qui se passait au Parlement européen, justement, sur la question de la transparence, notamment à l'époque des contrats de Pfizer, et ensuite, bien sûr, des SMS de von der Leyen que Frédéric Baldan, ici, effectivement, pourra vous décrire mieux que moi. Nous avions invité Michel Rivasi au mois de mai 2024, donc pour notre 150e à Saintes. Et se trouve qu'elle avait fini par décliner parce que manifestement le parti, les Verts, avait fait pression sur elle. Et on se souvient qu'en 2023, elle avait été convoquée par le parti pour s'expliquer parce qu'elle avait osé faire la préface donc, du livre de Christine Coton, donc une biostatisticienne qui dénonçait effectivement l'ensemble des agissements qui avaient eu lieu au niveau des essais Pfizer. Donc, et elle a eu le malheur de préfacer ce livre avec une autre femme politique qui s'appelle Virginie Joron, qui est d'un autre parti et qui avait également préfacé ce livre. Et donc elle a été sommée de s'expliquer pour avoir partagé la préface donc avec... Et alors je me pose un peu cette question parce que Michel Rivasi a des qualités humaines, scientifiques, d'honnêteté que vous avez rappelées. Et moi personnellement j'étais extrêmement heureux d'apprendre qu'il y avait un prix Michel Rivasi qui était fait pour justement honorer sa mémoire et protéger les lanceurs d'alerte. Simplement je me pose un peu la question, dans un parti comme les Verts qui a eu effectivement comme fonction de la rabrouer, effectivement, de lui faire peur, de menacer quasiment d'exclure pour avoir porté l'alerte et avoir défendu les lanceurs d'alerte, notamment sur la question du Covid, qui est aujourd'hui une question absolument fondamentale. Je rappelle qu'il y a aujourd'hui de l'ADN plasmidique qui a été découvert dans des cellules cancéreuses de certains qui sont dans les vaccins. L'ARN est une vraie question de nature extrêmement inquiétante s'agissant de l'environnement et de la pollution de l'environnement. Et pour rien vous cacher, quand j'avais invité effectivement Michel Rivasi à s'exprimer dans la 100e, je lui avais prévu de lui poser la question sur la dangerosité des biolabs et je voulais comparer ça avec la dangerosité des centrales nucléaires. Elle n'a pas eu l'occasion de s'exprimer parce que le parti en gros lui avait interdit. Alors je suis un peu partagé entre d'un côté une sincérité que je vois ici par des personnes qui ont montré dans l'histoire qu'elles avaient effectivement toutes des qualités d'honnêteté et de volonté de faire avancer la question politique, et un parti Les Verts qui, me semble-t-il, a montré exactement qu'il était dans une posture politicienne inverse, réclamant, je pense, l'attention des médias, et donc, plutôt que de se faire traiter de complotiste anti-vax qui, effectivement, mettait en doute la qualité du Pfizer, eh bien, a effectivement convoqué Michel Rivasi. Voilà. Donc ma question c'est, est-ce que le groupe que vous représentez est un nouveau groupe qui va essayer de tirer les Verts, justement, vers plus de transparence dans ces questions fondamentales donc, de compréhension de ce qui s'est passé pendant le Covid. Vous avez rappelé le H1N1, vous avez rappelé le combat en particulier des Verts Michel Rivasi pendant le H1N1. Je rappelle que tous ceux qui ont lu le rapport du Sénat sur le H1N1 savent que c'était la répétition du Covid. Donc ma question, dans quelle mesure est-ce que les Verts vont maintenant vraiment s'engager? On a besoin des politiques pour faire avancer les questions de transparence et de corruption. Dans quelle mesure est-ce que les Verts maintenant vont vraiment s'engager dans ce combat? Merci. Avant que Marine ne puisse répondre au nom des Verts, la parole à la défense. Je voulais vous dire que ce prix est en tout cas, ce que nous sommes des gens libres. Nous aimons cette phrase de Teilhard de Chardin, pour s'unir, il faut se savoir différent. Nous sommes libres et indépendants. Donc, tous les bons esprits, toutes les bonnes volontés, et on sait très bien où elles se trouvent dans ce combat-là, on est trop, on est trop peu pour mener ce combat souvent. On est trop seul pour mener ce combat tout seul. Il y a des contradictions, y compris parmi des personnes qui n'appartiennent pas à des partis politiques, des contradictions évidentes. Mais aujourd'hui, la chose importante, c'est de pouvoir demain récompenser, montrer la lumière envers des personnes qui ont un courage infini et les soutenir. Ah oui, je pense qu'aujourd'hui c'est pas le lieu de la polémique pour le coup, et que votre question est très polémique et très politicienne pour le coup, parce que Michel, je pense que ça l'aurait fait marrer, parce que je vais vous raconter la vraie version de l'histoire. C'est que oui, Michel préface un livre avec une autre parlementaire européenne qui est d'extrême droite. Mais c'était compliqué. Mais moi je sais que quand j'avais appelé Michel en disant on est interpellé là-dessus, elle m'avait dit moi je savais pas, je me suis fait piéger. Elle me dit ça. Et je dis bon tu vas être convoquée, et elle rigole en disant je sais Marine, et je dis bon de toute façon tu t'en fous, elle me dit ah oui je m'en fous complètement, et moi je dis je vais venir à l'entretien parce que ça me fait rire, parce que je voulais voir ce spectacle de Michel. Je me rappelle les porte-parole du parti qui disent on va y aller, on va lui dire ça, et moi je disais vous n'allez pas être déçus des réponses parce que c'était Michel tout simplement, et que cette convocation, elle n'a pas été...
une convocation devant 2 personnes de la direction des Verts, c'est pas... Il faut relativiser quand même la portée du truc. Et c'était normal qu'on discute quand vous êtes interpellé sur les réseaux sociaux sur un sujet, qu'on se voit avec une parlementaire pour en discuter. Et je peux vous dire que ça n'avait rien ni de grave, ni de solennel, ni de répréhensible. C'était un entretien cache-pistache, comme savait les faire Michel, et que je ne pense pas que ça allait traumatiser outre mesure, vu comme elle en rigolait avant, pendant et après. Elle rigolait pas du tout. Ouais, si, elle rigolait pas du tout, je peux vous dire. Parce que moi, alors là, non, je peux pas laisser dire ça, elle rigolait pas du tout. Elle était très stressée et très traumatisée. Mais aussi parce que par la polémique qu'elle vivait sur les réseaux sociaux. Je peux aussi me présenter, dire qui je suis, et vous dire qu'elle ne rigolait pas du tout. C'est pas les discussions que j'avais eues avec elle, et on se parlait très très souvent. Non, mais on peut pas... Par ailleurs, je ne vous mets pas en cause Madame Tondelier, parce que en plus, je peux dire que justement, vous l'avez défendue. Ben oui, voilà. Et il se trouve que je suis la secrétaire nationale de ce parti à ce moment-là. Et voilà. Et là-dessus, je vous rends hommage. Eh ben, je vous remercie. Et ben voilà. J'ai fini. Mais donc parlons du prix. Mais c'était pas le cas de tous les autres. Bah oui, mais c'est la vie. C'est la vie. Qui lui ont pourri la vie. Je peux vous dire, parce que je l'ai aidé. Mais vous savez... rédiger. Non. Il y a des choses que je peux pas laisser dire, que c'était juste un petit thé, que c'était le salon de thé, que c'était le comité pistache, que je sais pas quoi. Je peux pas laisser dire ça. J'ai dit que c'était cache pistache, j'ai pas dit qu'on avait mangé des pistaches. Oui, bah cache pistache, oui, je sais même pas ce que ça veut dire. Que c'était un bâton, enfin c'était une discussion normale. Voilà. Normal, non, c'était pas normal. C'était très... Parce que, excusez-moi, si ça avait été une discussion normale, elle m'aurait pas demandé de l'aider à rédiger un mémoire en défense. Vous voyez? C'était un procès de Moscou. Mais je vous rends hommage à vous. Elle m'a dit que vous ne l'aviez pas attaqué. Alors, je vous dis qui je suis. Quel micro? Quel micro? Celui-là, on vous entend. On vous entend, mais on ne sait pas qui vous êtes, donc ce serait bien qu'on... Voilà. Alors, je vais vous dire qui je suis. Moi, je le connais. Tout le monde me connaît ici. Mais pas tout le monde. Mais, enfin, tous les gens qui sont à la table, plus ou moins me connaissent. Je suis Corinne Lalo, journaliste d'investigation, grand reporter. Et j'ai connu Michel Rivasi en 1986, au moment du nuage de Tchernobyl. Bon, j'ai quitté TF1 en 2018. Je suis grand reporter de TF1 et je suis restée longtemps à TF1. Et j'ai été la première à l'interviewer à la télévision. On avait été la filmer à Féline. Elle nous avait gentiment d'ailleurs invité à dormir parce qu'il était très tard. Et elle était une personne remarquable parce qu'elle aimait les gens et elle adorait discuter avec tout le monde. C'était quelqu'un qui aimait les gens et qui était en plus, qui avait une joie de vivre terrible. C'est vrai. Et qui aimait beaucoup de gens. Et c'est pas pour rien si elle a autant d'amis et si tous veulent lui rendre hommage par ce prix. Mais elle était aussi une personne qui ne cachait pas ce qu'elle avait à dire. Et c'est pour ça qu'elle a été courageuse. Et c'est pour ça que je trouve ça normal que ici, dans un prix qui lui rend hommage, il y ait aussi la partie qui ne soit pas politiquement correcte, qui soit exprimée. Et en tant que journaliste à TF1, j'ai contribué à de nombreuses reprises à l'interviewer et à faire passer dans l'opinion publique, auprès du grand public, le fait que le nuage, déjà, n'était pas passé sur la France. Et à ce sujet, je voudrais juste faire une petite parenthèse, que quand je suis allée à la frontière allemande, c'était qu'une journaliste, une avocate m'avait prévenue. Et cette avocate, c'était Madame Corinne Lepage. Et elle sait très bien comment ça s'est passé à ce moment-là. Et vous pourrez lui poser la question, elle vous le racontera. Mais c'est grâce à elle que j'ai su que, effectivement, côté allemand, il y avait de la radioactivité et que côté français, il n'y en avait pas. Et que je suis allée, j'ai proposé le reportage à ma rédaction, et ma rédaction m'a dit oui. Et le reportage est passé le 9 mai de 1986, vendredi soir. Un vendredi soir, et le samedi soir, au journal, le samedi à 13h déjà, au journal de 13h de TF1, chers collègues d'Antenne 2, voilà, à TF1,
on a dénoncé effectivement les premiers, la veille, le 9, avec le reportage, où j'étais à la frontière avec des salades. Moi j'ai mis plusieurs jours pour inviter Bernard Laponche, parce que la rédaction, si vous posez à l'époque. Voilà. Merci le service public. Et donc, le premier, il faut rendre hommage aussi à Georges-Claude Bourret, qui a été le premier, Il a mal fini. qui a été le premier à mettre en débat contradictoire à la fois le fameux Monsieur Pellerin du SCPRI et Monique Séné, qui était une scientifique remarquable. Et ce qui se passait à l'époque, c'est que quand il y avait une polémique, un scandale, il y avait un débat contradictoire dans les médias. C'est plus possible. Au point que il n'y a plus de débat contradictoire, et le résultat, c'est que quand on parle de René Fulmich, ici, vous ne connaissez pas. Et pourtant, vous êtes des gens qui sont à la pointe, normalement, de l'information que vous devriez avoir. Vous ne l'avez pas, pourquoi? Cette information, elle devrait être dans les médias mainstream. Elle n'y est pas, pourquoi? Parce qu'il y a eu une disparition et une régression de la liberté de l'information qui a été phénoménale pendant 40 ans. Et je peux le dire parce que j'étais au premier ligne. Bon. Et actuellement, qui est-ce qui fait l'information? Ce sont des médias indépendants, comme Nexus qui est là. Vous remarquerez qu'il n'y a aucun représentant des médias mainstream ici. On est entre